Le massif des Alpujarras, au sud de la Sierra Nevada, est partagé entre les provinces andalouses de Grenade et d'Almeria. La région est reconnue réserve de biosphère par l'UNESCO. En 1999, une partie a été classée parc national pour ses richesses botaniques et paysagères. Développée par les Arabes au Moyen-Âge, l'irrigation et la culture en terrasse perdurent encore dans les Alpujarras, dont le nom même viendrait de l'arabe al-Boucherat, signifiant la terre des pâturages. Que ce soit l'organisation des villages, l'architecture des maisons ou les murs blancs que l'on voit ici, les Arabes ont laissé une empreinte profonde dans les paysages du sud de l'Espagne. Mais leur contribution majeure au paysage n'est pas forcément là. Si les Alpujarras sont une terre fertile, cultivable, habitable même aujourd'hui, c'est grâce à l'immense réseau d'irrigation qu'ils ont construit au Moyen-Âge tout en haut des montagnes. Pour comprendre ce système d'irrigation, je retrouve Antonio Ramos, un guide du parc national. Antonio, ce qu'on aperçoit là-bas, c'est la mer Méditerranée? Oui, c'est la mer Méditerranée. La ligne d'horizon, c'est la mer Méditerranée. Au-delà, c'est le Maroc, qu'on voit normalement, mais pas aujourd'hui à cause de la brume. On est à 2100 mètres sur le versant sud de la Sierra Nevada, dans le territoire des Alpujarras, qui est tout ce qu'on voit là. Vers l'ouest, il y a le reste de l'Andalousie. Sierra Nevada signifie chaîne enneigée en espagnol. Sur ces sommets, la neige commence à tomber en novembre et ne fond qu'en juin. Et le contraste climatique est grand entre ces montagnes qui culminent à 3500 mètres d'altitude et la plaine aride qui s'étend à leurs pieds. Antonio, l'eau qui arrose l'Andalousie, elle vient d'ici, de la Sierra Nevada? Oui, la majeure partie de l'eau en Andalousie vient de la fonte des neiges de la Sierra Nevada. Celle qui tombe sur le versant sud descend jusqu'à la Méditerranée et celle qui tombe sur le versant nord, de l'autre côté de la montagne, arrive au Guadalquivir et aux provinces de Séville et de Huelva. Tu me disais tout à l'heure qu'on était à 2000 mètres d'altitude. C'est un peu surprenant de trouver des fermes et autant de végétation à cette hauteur, non? Oui, bien sûr. Grâce aux canaux, l'eau parcourt toute la montagne et irrigue les fermes, les villages, les cultures. S'il n'y avait pas ces canaux horizontaux qui arrosent tout le versant, l'eau circulerait seulement par les rivières qui coulent à la verticale. Donc ces zones de culture n'existeraient pas. Ces bois irrigués par les canaux non plus. Le paysage serait complètement différent. Ça veut dire qu'on va trouver des canaux comme ça dans toute la montagne? Oui, bien sûr. Tout le long de la montagne, il y a plusieurs canaux construits en parallèle et qui arrosent toute la montagne, jusqu'en bas. Ils irriguent les pâturages pour le bétail en été, ainsi que les zones de culture de tous les villages alentours. Il y a combien de kilomètres de canaux? Beaucoup. Il y a plus de 1000 km de canaux dans toute la Sierra Nevada. L'ampleur de ce réseau de canaux est telle que le parcours de l'eau dans la montagne a été profondément modifié. Si une goutte d'eau tombait au sommet du Moulassen, de façon naturelle, elle circulerait par les rivières. Elle mettrait 10 à 12 jours à arriver jusqu'à la mer Méditerranée. Avec ce système d'irrigation, l'eau est captée et stagne dans la montagne pendant 3 mois. Du coup, on évite la sécheresse et tous les besoins en eau sont couverts. Cette irrigation, ça a permis aux hommes de s'installer à cette altitude, mais est-ce que ça n'a pas changé également les écosystèmes de cette montagne? Les canaux sont fondamentaux pour les écosystèmes. Concrètement, cette plante qu'on voit là pousse au nord du Maroc et ici. C'est pour ça que son nom scientifique, c'est Berberis hispanica. Elle pousse et grandit autour des canaux. Donc sans les canaux, on la trouverait seulement en bas, près de la rivière. Et finalement, les paysages des Alpujarras ont été complètement changés par cette irrigation? Oui, totalement. Le paysage qu'on voit n'a rien à voir avec ce que voyaient les premiers occupants il y a 2500 ans. Ce sont eux qui ont commencé à modifier ce paysage et tout ce qu'on voit là, c'est le résultat de la construction des canaux d'irrigation.
Grâce aux canaux, les paysans ont pu mettre en culture ces terrains accidentés et rendre fertiles les Alpujarras. Sans ces canaux qui les irriguent, les amandiers emblématiques de la région ne seraient pas aussi beaux au printemps. Cette eau qui coule à travers la montagne, on la retrouve à 60 km de là, à Grenade, dans l'un des sites majeurs de l'architecture mauresque, l'Alhambra. Le palais offre une magnifique synthèse du savoir-faire des Arabes d'Al-Andalus en matière d'irrigation. Dans les jardins du Généralif, paradis ou jardin de l'architecte en arabe, je retrouve José María Martín Sivantos, professeur d'histoire médiévale. Il ne faut pas oublier que dans le sud-est de la péninsule ibérique, pendant le règne nazarí de Grenade, on parle d'une présence culturelle arabe de plus de 800 ans. Elle va de 711, année de la conquête des Arabes, jusqu'à la reconquête chrétienne en 1492. Ça a donc été une présence très importante du point de vue culturel et matériel. Elle est visible dans les monuments, mais aussi dans la culture andalouse. On retrouve cette influence dans les stratégies d'utilisation des ressources naturelles et concrètement dans l'agriculture avec l'utilisation de l'eau. L'eau dans la Sierra Nevada a été pour tous ces princes venus du désert une révélation. Aussi n'ont-ils eu de cesse de capter et célébrer l'eau dans leur palais. Les fontaines apportaient la fraîcheur et la sérénité. Pour les princes nasrides qui dirigeaient l'émirat de Grenade, l'eau représentait le comble du raffinement. Le changement des paysages agricoles dans la région, il est lié à l'irrigation. Est-ce que ça veut dire qu'avant l'arrivée des musulmans, il n'y en avait pas ? Avant l'époque arabo-hispanique, il n'y avait pas d'irrigation comme on la voit aujourd'hui. Avant les Arabes, les Romains avaient été de grands ingénieurs agricoles, mais les infrastructures hydrauliques qu'ils avaient bâties étaient plutôt orientées vers le monde urbain. Il s'agissait de pourvoir en eau les villes romaines. Et ce savoir-faire, ils le tiennent d'où, eux, les Arabes ? En fait, il s'agit de plein de techniques complexes et de connaissances agricoles qui viennent de l'héritage du Proche-Orient, du monde perse, syrien, de la Jordanie, du Yémen, et qui se combinent avec toute une série de connaissances, l'utilisation des plantes et des sols venus d'Inde et de Chine. Finalement, ce sont des connaissances du monde entier qui ont permis la construction des jardins de l'Alhambra. Oui, effectivement, c'est un processus long et complexe, mais le résultat final, c'est la construction de tous ces systèmes et l'édification de l'Alhambra. L'eau arrive dans les jardins du Généralif en utilisant la plus grande pente. Les fontaines et les jets d'eau ne sont pas alimentés par des pompes, mais uniquement par le système le plus rudimentaire qui soit, le siphon. Dans les endroits plats, on a creusé des bassins pour la rétention d'eau. On les appelle des aljibes. Ce qu'on va voir, c'est une partie importante de l'Alhambra, mais assez méconnue. Ce bassin original du XIVe siècle fait partie d'une extension du système d'irrigation et d'approvisionnement de l'Alhambra, mis en place par les rois Mohamed V et Youssouf Ier. Mais finalement, concrètement, le legs arabe sur la technique de l'eau, c'est quoi ? En vérité, les techniques sont nombreuses. Les techniques de captation de l'eau à partir des rivières, par exemple, mais aussi les techniques de captation de l'eau souterraine à partir des galeries de drainage. Ensuite, il y a les techniques de distribution de cette eau, en faisant attention aux pentes et aux dénivellations. Il faut faire en sorte que l'eau arrive dans le moindre recoin, pour arroser partout. L'eau se répartit à partir des canaux. À la chute de Grenade, les rois catholiques ont cherché à effacer les traces de l'islam. Mais la magnificence du palais mauresque
lui valut d'être épargné. Les Espagnols conservèrent aussi toute l'ingénierie hydraulique de l'Alhambra et de ses alentours. C'est un savoir-faire très complexe. Comment s'est fait la transmission au moment où les Arabes ont quitté la péninsule ibérique? Il y a une version qui dit qu'une partie de la population mauresque est restée sur le territoire plus de 70 ans après la reconquête chrétienne. Pendant ces 70 ans, des gens qui viennent de Castille, des vieux chrétiens comme on les appelle, ont appris de ces mauresques une partie de ces techniques. Il y a une autre version qui est sûrement plus probable, c'est qu'une partie de la population mauresque, officiellement expulsée par les chrétiens, serait en fait restée cachée dans des zones rurales. Ce sont des gens qui ont échappé au recensement. Ici, dans les Alpujarras? Oui, dans les Alpujarras. Ce serait la manière d'expliquer que cette tradition continue. Et c'est parce que la transmission de ce savoir-faire a été possible que les paysages ont pu se maintenir finalement. Oui, c'est cette transmission de savoir qui permet de conserver tous ces paysages qui forment le patrimoine culturel. Je me rends à Capileira, un village de haute altitude, le deuxième plus haut d'Espagne. Sa position escarpée lui vaut d'être l'un des derniers conquis par les Arabes, qui y demeurent longtemps après la chute de Grenade. Une présence prolongée qui se lit encore dans le paysage. Eduardo Ortiz est architecte du parc national et féru d'histoire. La plus grande partie de ce qu'on voit a évidemment subi une influence hispano-musulmane. Tout le territoire est construit comme ça. On profite du dégel quand la glace fond, on la distribue sur tout le territoire, on fait des habitations étagées. Et puis dans ce genre de village, on peut voir comme dans beaucoup de villes, des rues qui ne sont pas tracées mais faites à partir de l'espace laissé entre les maisons. La répartition se fait en quartier avec les toits plats typiques réalisés selon des techniques ancestrales. Quand on arrive ici sur ce village, on a vraiment l'impression d'être dans un village du Maghreb, de loin. Ah oui, effectivement. Et ça fait penser aussi à des endroits d'Amérique latine ou de l'Himalaya. C'est une architecture cubique, fabriquée avec les matériaux locaux. Et tout ça a une raison pratique. Avant, on vivait sur les toits. Il valait mieux. Dans ces rues dans lesquelles on marche et dans lesquelles circule de l'eau, il y a quelques années, c'était le passage des animaux et des ordures. Ça, c'est un exemple de rue telles qu'elles étaient avant. Le canal était plus profond et c'était en escalier. Tu prenais l'animal comme ça et tu marchais sur le côté de façon à ne pas te mouiller. C'est l'animal qui avait les pieds dans l'eau, pas toi évidemment. C'était les égouts d'avant. On jetait tout dans la rue et on poussait tout avec le balai jusqu'au bout. C'est plus le cas aujourd'hui. Regarde là, un autre exemple. Là en bas, on mettait les animaux, sur le côté les marchandises, et la personne passait par là. Et on pouvait rester tranquille sur sa terrasse. Il y a des toponymes romains comme Bubion, d'autres visigoths comme Capileira, Pampaneira. Mais la plus grande partie est hispano-musulmane. Et ils ont une consonance très forte comme Almerira. Ce sont des noms assez caractéristiques de la prononciation arabe. Même le nom de la montagne la plus haute
Oui, le mont le plus haut de la péninsule, c'est le sommet du Mulhacén. C'est la contraction de Mulhen Hacén, qui était un roi hispano-musulman, le père du dernier roi Boabdil, qui est mort en exil en Afrique. La légende dit que le père serait enterré au sommet le plus élevé de toute la péninsule ibérique. Ici, comme tu peux voir, l'eau vient de la neige au canal et du canal à la fontaine. Il n'y a pas que celle-là, il y a plusieurs fontaines dans l'Alpujarras, dans les fermes, etc. Aujourd'hui encore, l'eau des villages, elle est passée par les canaux hérités des Arabes. Si. Igual. L'eau a conditionné la vie des habitants de la région. Il a fallu ériger des règles pour partager équitablement ce bien précieux. Ángel Banuelos Arroyo préside le centre UNESCO d'Andalousie. Amoureux des Alpujarras, il en connaît toute l'histoire, et notamment celle de l'eau. Actuellement, le système d'irrigation traditionnel des Alpujarras est régulé par les lois des communautés irrigantes, ce qui est un héritage du passé musulman. C'est une question très importante, car l'eau est souvent source de conflits dans sa distribution. Le rôle de ces communautés et de ceux qui la dirigent, c'est d'éviter ces conflits. L'eau est un enjeu essentiel et donne parfois lieu à des conflits entre villageois. Un dicton circule d'ailleurs dans ces montagnes. L'eau échauffe plus les esprits que le vin. Ángel me conduit à Niles, un village des Alpujarras à l'écart des circuits touristiques. Ici, la vie s'écoule comme autrefois. Les hommes travaillent dans les vergers en contrebas du village. Les femmes arpentent les rues étroites et escarpées entre les maisons blanchies à la chaux. Tiens, regarde, les gens du village vont pouvoir nous expliquer la répartition de l'eau. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? J'étais en train de parler à Raphaël de l'eau. On dirait que ça va être une bonne année question eau, car il a neigé pas mal et il a plu. En plus, on voit que le lavoir est très beau avec toute cette eau. On aimerait bien que Pili nous raconte l'histoire de ce lavoir, puisque c'est ici que tu laves. Avant, le lavoir était en céramique. On était à genoux quand on lavait. Après, on l'a amélioré pour qu'on puisse laver debout. Du coup, je viens toujours ici pour laver. Ah bon, tu laves ici encore? Oui, avec plein d'autres gens. Et par rapport à l'eau, qu'est-ce que tu m'avais raconté? L'eau est très chaude en hiver et en été, elle est très fraîche. C'est très agréable. Du coup, le linge sort plus propre. Pour laver avec cette eau, c'est mieux que les machines à laver. Si tu te débrouilles bien, le linge est impeccable. Et il y a toujours assez d'eau ici dans le lavoir? Oui, toujours la même quantité. S'il y a de l'eau tout le temps, ça veut dire qu'on peut cultiver ce qu'on veut ici? Oui, on fait des pommes de terre, des poivrons. Des tomates, des légumes. Et est-ce que c'est vrai qu'il y a plusieurs années, quand tous les champs étaient utilisés, la quantité d'eau n'était pas suffisante? Oui, du coup, on utilisait l'eau à certaines heures. Et les heures vous étaient allouées en fonction de la superficie de votre terre. C'est bien ça? Par exemple, le champ en bas, il avait droit à 1h30. Et les autres alentours aussi, 1h30. Bon, merci beaucoup. Nous, on continue notre tour dans le village. On va passer par les vergers. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Grâce à la réhabilitation des canaux, les surfaces cultivables ont été multipliées par 4 au XVIIIe siècle, permettant au village d'être autosuffisant.
Quant aux neiges de la Sierra Nevada, elles ont contribué à maintenir les échanges avec la plaine. La neige n'était utilisée que pour alimenter les canaux d'irrigation ou elle avait une autre utilité ici? Je vais te raconter une anecdote par rapport à ça. Pendant des siècles, la neige a été utilisée comme une ressource et a même créé un métier, celui des porteurs de glace. C'était des gens qui allaient à cheval de Grenade à la Sierra. En été, ils allaient dans les endroits où la neige était éternelle et ils redescendaient la glace à cheval jusqu'à la ville. Du coup, on a appelé ce chemin le chemin des glaciers qui va de Grenade à la montagne. C'est un métier qui a disparu au début du XXe siècle quand on a industrialisé la fabrication de la glace. Aujourd'hui encore, l'entretien des canaux se fait à la main. Modesto Alonso est agriculteur. Il dirige une communauté d'irrigants qui gère l'utilisation des eaux publiques. Modesto, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles aussi dans le canal d'irrigation? Oui, je suis en train de nettoyer le canal. Parce que si on ne le nettoie pas, l'eau n'arrive pas jusqu'au village. L'eau de ce canal est très importante pour 4 villages. Il fait 10 km de long. Avec cette eau, à part irriguer les champs, on s'en sert aussi pour boire. C'est donc important de le nettoyer. Une fois qu'il est déblayé, on ouvre les vannes et on remplit le canal avec la quantité d'eau suffisante pour l'approvisionnement du village. Et après, l'eau, elle est gratuite pour toi? Non, ce qu'on fait pour ce canal, c'est que toutes les personnes qui ont des terres là-bas viennent travailler un jour ou deux. Mais les personnes qui ne peuvent pas travailler reçoivent une facture des communautés irrigantes à la fin de l'année et ils doivent payer puisqu'ils n'ont pas travaillé. L'irrigation des parcelles en terrasse commence à la fonte des neiges, quand l'eau circule à nouveau dans les canaux. Modesto me conduit dans son champ qui bénéficie de ce réseau plusieurs fois centenaire. Dans ma propriété, on cultive plusieurs sortes de légumes et de fruits. C'est une petite propriété d'environ 7 hectares que je tiens de mon père. Je fais de l'agriculture écologique et je cultive plusieurs variétés de tomates cerises, différentes sortes de courges et des fruits, comme des pommes, des poires et des prunes. Et malgré l'évolution des techniques agricoles, toi, tu as quand même besoin des canaux d'irrigation légués par les Arabes. Oui, on les utilise toujours de la même manière que nos ancêtres. Si on utilisait des techniques modernes avec des systèmes de conduits, de tuyaux, on détruirait notre écosystème et ça aurait une répercussion négative pour nous. Les apuradas sont concernés également par l'exode rural. Quelles conséquences ça a pour le paysage? L'exode rural, c'est grave partout, mais sur notre terre, ce serait encore plus dramatique, parce que l'abandon de ces terres détruirait la forme traditionnelle de culture en terrasse. Elle ferait perdre toute cette science de l'irrigation. Les canaux sont une œuvre hydraulique généreuse dont dépendent beaucoup de familles, mais également les paysages et tout ce patrimoine écologique. La fin de tout cela augmenterait les risques d'incendie car la friche, les mauvaises herbes envahiraient les terres cultivées et les incendies seraient terribles. On détruirait une zone unique au monde.